Salut à tous, vidéo un peu spéciale aujourd'hui que j'ai appelée l'après-séance. Tout simplement parce que la chronique du Fossoyeur que j'avais faite sur le Hobbit avait été faite avant d'avoir vu le film. Je l'avais un petit peu pensé comme un guide de visionnage au film et il m'avait semblé un petit peu pertinent justement de faire un retour après avoir vu le film comme complément à cette chronique. Et ça me permet aussi au passage de lancer une nouvelle série de petites vidéos, on va dire, qui s'appelle donc l'après-séance. Et qui va me permettre justement de revenir sur des films que j'ai vus au cinéma, soit en solo, soit accompagné comme aujourd'hui de Patrick qui a accepté de se joindre à cette critique, pour revenir donc sur un petit peu à vif sur des films. Alors on l'a vu en 2D, en VF et en 24 images par seconde, donc on ne pourra pas s'exprimer sur la prouesse technique du film, en tout cas c'est la prouesse technique que nous vendent les marketeurs de chez Peter Jackson. Et donc il y aura beaucoup de spoilers dans cette vidéo. Il y aura un chat aussi qui fait miaou. Donc si vous n'avez pas vu le film, arrêtez cette vidéo tout de suite et revenez-y plus tard. Et on va pouvoir commencer. Patrick, donc toi tu n'as pas lu Tolkien, il me semble. J'ai pas lu le Hobbit. D'accord. Ouais. Et justement, de ce point de vue extérieur, qu'est-ce que tu as pensé du film ? Donc ce que j'en ai pensé, c'est que le film essayait d'étirer au maximum les moindres détails pour combler 3 heures, et je suis pas certain que c'était la meilleure chose à faire, puisque du coup on a un peu le sentiment parfois que ça s'essouffle. Alors moi j'ai été très impressionné visuellement parce que c'est quand même une prouesse technique, c'est au moins du niveau de ce que le Seigneur des Anneaux a pu nous proposer sur ce plan-là, mais sur le plan narratif on sent qu'il n'y a pas la même densité. Et du coup, parfois, ça s'essouffle, ça traîne un petit peu. Et donc, sur certaines scènes, j'ai même carrément eu l'impression que c'était superflu et beaucoup trop étiré. Je pense notamment à la scène des trolls. Donc cette scène qui donc marque aussi une rupture de ton assez radicale avec le reste du film, puisque le film se veut assez épique. On a dès le début une scène de bataille comme la scène du gouffre de Helm par exemple a pu nous en proposer dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, et puis on a cette scène des trolls qui est assez légère, assez enfantine, et donc voilà, là il y a une rupture de ton et on se dit que ça nuit à la cohérence de l'ensemble, et voilà, c'est entre autres l'impression que ça m'a donné. C'est assez intéressant que tu parles de la scène des trolls, parce qu'elle met vraiment à jour le paradoxe qui est au sein du film, c'est-à-dire que le film arrive à mettre hors sujet ses propres scènes qui sont fidèlement adaptées du livre, parce que la scène des trolls est vraiment traitée sous le mode du conte, et dans le contexte d'un film qui traiterait tout son sujet sur le mode du conte, elle serait pas du tout hors sujet. Ça aurait été le cas d'un Hobbit entre guillemets correctement adapté. Et là, le film, justement parce qu'il est si épique sur plein d'autres aspects, met cette scène hors sujet qui arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, effectivement, avec, comme tu me le disais, les nains qui sont sur le point de mourir, passés à la broche, et ça n'a pas l'air si grave que ça. Donc on se dit que là, oui, il y a une rupture assez violente avec le reste, et donc en fait ce que tu dis, c'est que ce serait plutôt le reste du film qui serait hors sujet en fait, par rapport au matériau de base. C'est ça en fait, le film ne se décide pas sur le ton qu'il veut adopter, donc il erre constamment entre justement les velléités épiques pour reproduire le phénomène du Seigneur des Anneaux et justement le côté plus conte qui est ce qu'est Bilbo à l'origine. Et une autre scène qui est assez représentative de ça, j'ai trouvé, c'était la scène des géants de pierre, justement dans les monts brumeux. Les gens qui n'ont pas lu le livre me demandaient justement si c'était dans le livre, effectivement, parce que ça arrivait comme un cheveu sur la soupe. Vraiment, dans le contexte d'un conte, la scène des géants de pierre est juste parfaite. C'est vraiment une créature merveilleuse qui arrive comme ça, de manière complètement arbitraire, qui repart comme ça, on n'en reparle plus. Mais c'est beau, les gens font « Mon Dieu, un géant de pierre, mais c'est absolument génial !» Et là, ils arrivent. Et dans le contexte d'un film qui essaie de traiter son sujet de manière sérieuse et assez justement documentée sur l'univers qui est derrière, ça paraît vraiment un peu bizarre. Et donc cette scène existe dans le livre. Elle existe dans le livre. C'est juste un petit passage, genre vraiment une espèce de péripétie complètement gratuite de conte merveilleuse qui en tout cas, c'est vrai que visuellement, on est à mi-chemin entre Shadow of the Colossus, pour utiliser des références vidéoludiques sur la forme des monstres, et ça m'a fait penser aussi à l'Histoire sans fin, où on voit donc justement des monstres de pierre, et puis je pense que l'Histoire sans fin, comme beaucoup de films d'heroic fantasy des années 80, puisait aussi son inspiration dans Tolkien, donc la boucle est bouclée. C'est sûr. D'ailleurs, dans cette scène des gens de pierre, il y a un passage qui m'a fait marrer, car j'ai aussi aimé des choses dans ce film.
Mais c'est la scène où les gens de pierre se battent et il y en a un qui arrive qui met un énorme coup de boule à un autre au ralenti. Ouais. J'imaginais Peter Jackson jubilé derrière ses écrans. C'est trop bien, c'est génial, ils mettent un coup de boule. Ah. C'est clair. Ça me fait penser à la scène dans la fin des 2 tours où, où les Ents attaquent Hortank, la tour de Saruman. Il y en a un qui a la tête en feu et qui sprint pour se jeter la tête dans l'eau. Sauf que ce qui est génial, c'est que la caméra s'attarde pas sur lui. C'est juste un détail dans un plan général. Exact. Tu vois cette espèce d'Ent qui se jette dans l'eau. Je vois ce plan, tout à fait. C'est vrai que... Et donc le Seigneur des Anneaux, le Hobbit met un petit peu hors sujet justement les scènes qui sont fidèlement adaptées. Heureusement, il y a des exceptions comme la scène de Gollum, qui est pour le coup très fidèle à ce qui se passe dans le roman et qui est juste une des meilleures scènes, j'ai trouvé, une des scènes les mieux adaptées du film. D'ailleurs, par rapport à cette scène et par rapport à Gollum en particulier, autant il était parfaitement réalisé dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, sur un plan technique, c'était bluffant. Donc c'est Andy Serkis qui interprète le personnage par le biais de la performance capture. Et donc là, il a repris du service, mais ce que j'ai trouvé particulièrement impressionnant... Il est réalisateur de son équipe aussi sur le film. Réalisateur. Ouais. Donc ce que j'ai trouvé particulièrement impressionnant, c'est que on ne distingue quasiment plus aucun trucage numérique sur Gollum. On a vraiment l'impression qu'on a affaire à une créature de chair et de sang. Et j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de créatures numériques justement qui avaient cette vérité, ce côté tangible qu'on pouvait trouver dans les créatures en animatronique, dans les films d'action, les films fantastiques des années 80-90. Il y avait une matière qu'on a perdue avec l'arrivée des films numériques. Et là, j'ai l'impression qu'on retrouve cette densité, ce côté tangible de certains monstres. C'est ça. Donc là, à ce niveau-là, il faut reconnaître que c'est un sans faute sur le plan technique. C'est assez incroyable. Ouais. J'aime pas, il y a quand même 2 poids 2 mesures, parce qu'autant Gollum est vraiment réussi de manière géniale. Il y a ce plan où il réfléchit, tu sens qu'ils sont vraiment amusés à le faire. C'est parfait. Et à côté de ça, j'ai trouvé les trolls, ils sont bien modélisés, mais je sais pas si c'est peut-être l'incrustation qui marche pas, ou j'ai eu l'impression de voir le troll de Harry Potter 1, ce qui est quand même 11 ans plus tard un peu bizarre, quoi. Il y a un truc qui fonctionne pas, je sais pas, c'est peut-être la notion du poids du troll qui est pas bien retranscrite, ou je sais pas, mais en tout cas Gollum, oui, effectivement. Il est parfait, il est juste parfait. Notre créature, le roi des gobelins, pas des trolls, des gobelins. Oui. Mais qui n'est pas sans rappeler Jabba the Hutt. C'est ça. D'excroissance dégueulasse, on peut le dire sous le coup. Voilà. Encore une créature, je pense, sur laquelle Peter Jackson s'est fait vraiment plaisir. Sans doute. Et c'est son Jabba, quoi. C'est ça. Et il s'est fait plaisir sur la mise à mort aussi du roi des gobelins, qui est complètement anti-épique à souhait, où il vient les défier une dernière fois, Gandalf trébuche en arrière, lui met juste un coup de bâton presque fortuitement dans la tronche, il lui coupe le billet. Et merde, une espèce d'anticlimax. C'est ça. Et ça, j'ai trouvé cool justement sur la logique de l'épique constant. Cet anticlimax était pas mal vu. Et pour le coup, on renouait bien avec le conte. C'est vrai. Ce que j'ai trouvé assez impressionnant aussi, c'était la retranscription de certains décors, certaines architectures, certaines infrastructures. Déjà dans le Seigneur des Anneaux, il y avait des bâtiments sublimes, je pense notamment à Minas Tirith ou à la Cité des Elfes, dont le nom m'échappe là tout de suite, et Foncombe. Voilà. Et donc là, on retrouve Foncombe dans le film, et on découvre donc la cité des nains, donc Erebor. Sous terre, donc à l'intérieur d'une grotte, et on découvre aussi donc la cité des gobelins. Et là, il y a 2 ou 3 plans qui donnent le vertige. On a vraiment une profondeur impressionnante et une multitude de détails. Et c'est très très beau sur ce plan-là. Il faut reconnaître que j'ai pris une claque. Et pourtant, je ne m'attendais pas à ce qu'ils sortent l'artillerie lourde dès le premier épisode, parce qu'en général, c'est plutôt là qu'on pose les marques et qu'on pose la base de ce qui va suivre. Donc je me dis qu'ils ne peuvent pas faire moins sur ce plan-là que ce qu'ils ont fait là. Mais apparemment, le gros morceau arrive dans les épisodes suivants avec la ville de Dale, qui est justement la ville à côté de Erebor, qui est apparemment le Minas Tirith du Hobbit en termes de performance. Mais ils suivent vraiment tout le déroulé du Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, dans le prologue, me remettait plein la vue justement avec la technologie qu'ils avaient faite pour modéliser plein de combattants. Là, pareil, dès le début, ils en mettent plein la vue. Ensuite, ça retombe. Ça devient presque une comédie. D'ailleurs, il y a un écho direct à la scène du début du premier épisode du Seigneur des Anneaux, où on voit la lutte contre Sauron et ses armées. Il y a un renvoi direct avec donc la scène de bataille au début entre les nains et les orques, et donc le roi des nains, enfin le fils du roi des nains contre le chef des orques.
Et cette scène rappelle réellement la scène de Sauron, puisque dans les deux cas, le grand méchant, le boss final, se fait trancher le bras. Donc il y a un écho assez net. C'est ça. Je ne peux pas en témoigner parce que je dois l'avouer, j'ai dormi pendant cette scène. J'étais en jet lag, j'ai une excuse. J'ai essayé de ne pas dormir, mais j'ai été complètement assommé pendant un quart d'heure. Et ce quart d'heure est tombé pendant cette scène que je voulais absolument voir. Donc il faudra que je revoie le film. Donc j'ai ta parole là-dessus. C'était épique. C'est très impressionnant. Alors moi, pour ma part, je me suis endormi aussi. Ça, je vais pas te laisser seul là-dedans. Mais je me suis endormi dans une scène un petit peu moins puissante, on va dire, puisque c'était pendant que les nains sont chez Bilbo et que donc il y a ce chant des nains qui a fait beaucoup parler, puisque des gens se sont moqués. Moi, je trouvais qu'il y avait un effort de composition à plusieurs voix. C'était plutôt pas mal fait dans la version française. Ouais. Voilà, ça fait partie de ces détails dont on se dit qu'ils ont été peut-être un peu étirés, histoire de combler ces 3 heures de film qui parfois donc se sentent passer, quoi. C'est ça. Ouais. Mais en même temps, c'est vrai que les chansons sont incontournables chez Tolkien. Donc ils pouvaient pas y couper. Dans Le Seigneur des Anneaux, il y en avait quelques-unes. Ouais. À la fin, quand Aragorn est couronné et qu'il part dans une chanson, ça peut faire bizarre au départ, mais dans le contexte de la scène, ça a un vrai sens. Mais c'est bien que tu parles de Azog, transition. Mais c'est bien que tu parles de Azog parce que pour moi, vraiment, c'est un des faux pas de Peter Jackson et son équipe. Azog, cette espèce d'albino issu de Prometheus. Comment dire, Jackson et son équipe, ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire vraiment des divertissements épiques, grand public, et qu'il y avait un véritable savoir-faire, notamment au niveau de la direction artistique. Et leur principal défi, justement, c'est pas de se mettre à dos justement ceux qui ont une connaissance de Tolkien et qui vont être un petit peu les garants de la continuité, justement, de l'œuvre de Tolkien, même dans ces adaptations. Et Azog, déjà, n'est pas du tout dans le Hobbit, dans le roman, ça c'est une chose. Dans le contexte de l'histoire de Thorin, en fait, il y a une bataille à la Moria où Thorin a participé. On le voit dans le film, c'est comme ça qu'il a gagné son nom de écu de chêne, et pas une cul de chêne comme beaucoup de gens l'ont entendu. Écu de chêne, bouclier de chêne. Qui sonne beaucoup mieux en anglais, puisque donc c'est Oaken Shield. Et place. Donc voilà, le surnom de Thorin est issu de ça, c'est qu'à cette bataille, il a perdu en gros son bouclier, il a pris une espèce de branche en chêne et s'est défendu avec comme bouclier. Il s'en est servi comme bouclier et comme massue. Donc superbe. Et alors donc dans le flashback, est-ce qu'ils expliquent que c'est Thorin qui a tué Azog, enfin qui est censé l'avoir tué? Oui, c'est lui qui lui tranche le bras en tout cas. Voilà. Alors donc pour la véritable version des choses, je vais pas faire ça parce que ça va faire du bruit dans le micro. Mais dans le contexte de l'œuvre de Tolkien, dans cette bataille, en fait, Thorin s'est battu de son côté et tout ça. Et en fait, c'est Dain, qui est un cousin à lui, en gros, ils ont le même arrière-grand-père, qui a tué Azog. D'accord. Donc Azog est mort, est bien mort à cette bataille. Ok. Et il ne revient pas. Par contre, il a un fils qui s'appelle Bolg. Et Bolg apparaît dans le Hobbit. Et surtout, justement, à la fin, dans la bataille des 5 armées, qu'on verra dans le 3e film. Et je comprends pas, en fait, la logique de Peter Jackson et des scénaristes, Fran Walsh et Philippa Boyens. Je comprends que narrativement dans un film on ait besoin d'incarner un méchant justement pour servir de ressort narratif, mais pourquoi prendre Azog? Pourquoi juste fucker complètement la timeline de Tolkien et juste détourner complètement des personnages qui n'ont pas de raison d'être là? Parce que s'ils voulaient justement personnaliser un ennemi, ils auraient très bien pu prendre Bolg, qui pour le coup, ce chat est d'accord avec moi, ils auraient très bien pu prendre Bolg, qui pour le coup est dans le Seigneur des Anneaux, qui avait toutes les raisons de vouloir se venger. Justement pour venger la mort de son père à cette bataille, Thorin qui était présent, donc il veut en découdre et bim. Et je comprends pas vraiment pourquoi ils ont inclus... ce que je me dis, c'est que, à mon avis, la production devait être assez inquiète par rapport à la profusion de personnages et le fait que les spectateurs risquaient de s'en mêler les pinceaux, parce qu'il y a quand même 13 nains, donc, même s'ils sont loin d'être tous autant exposés les uns que les autres. D'ailleurs, il y en a qui ne parlent pas du tout. J'espère qu'ils seront exploités d'ailleurs dans les prochains films. J'espère aussi. Dans bon bure. Donc il y a énormément de personnages et je me dis que là, ils ont dû vouloir la jouer un petit peu plus épurée et plus simple. Et ils se sont dit, on va prendre le personnage, c'est Azog, c'est ça? Azog le gobelin. Azog, le personnage de Azog, sans avoir recours à sa descendance, qui aurait donc peut-être encore compliqué davantage les choses. Et voilà, c'est peut-être une raison. Après, je sais pas, mais c'est vrai que c'est quand même gonflé d'avoir réinventé carrément totalement une ligne narrative. Et il y a aussi ce détail dont tu parlais dans la précédente vidéo que tu as faite sur le fait d'avoir intégré un personnage supplémentaire comme s'il n'y en avait pas déjà assez, quoi. C'est ça.
ce qui est vraiment très très étonnant. On se demande ce qu'ils vont faire de ce personnage féminin de plus. Ouais, Toriel, bon, ça on verra dans les 2 autres épisodes. Mais ouais, l'intégration des personnages supplémentaires, ça peut fonctionner jusqu'à un certain point. Pour moi, ça a donné lieu aussi à des moments de comique involontaire où ils arrivent à Foncombe, mais pour justement déchiffrer la carte, ils font appel à Elrond, qui, comme par hasard, a un pupitre de lecture des runes de lune, et comme par hasard, ils arrivent exactement à la bonne nuit. Bon, dans le contexte d'un conte, encore une fois, ça pourrait marcher. Ça passe. Mais dans le contexte justement du parti pris de Jackson sur ce film, c'est un peu plus genre, c'est comme ça, et ça marche. D'ailleurs, les gens se marrent un petit peu pendant cette scène. C'est ça. Il y a la scène aussi, je sais pas si tu t'es marré à ce moment-là, où justement il y a le Conseil Blanc, où Saruman, Galadriel, Elrond et Gandalf sont présents. Je crois que d'ailleurs dans le Conseil Blanc, dans les appendices du Seigneur des Anneaux, il y avait un 5e membre, je suis plus sûr, mais je crois qu'ils l'ont fait jarter justement pour éviter la profusion de personnages encore. Et cette scène où justement Gandalf dit voici la dague du roi sorcier, il y a un truc qui va pas du tout là, faut vraiment enquêter parce que ça part vraiment en couille. Et Saruman commence à dire mais pas du tout, mais tu t'emportes complètement, c'est n'importe quoi. Il commence à l'engueuler et Galadriel commence à parler en télépathie à Gandalf. On entend quand Saruman continue à parler, donc il y a cette scène complètement comique involontaire où on attend que Saruman, qui n'est pas non plus le dernier des abrutis, Gandalf ne m'écoute plus, il y a Galadriel qui est en train de le regarder. Parce qu'ils sont pas en train de se foutre de ma gueule. A priori, on peut se dire que si Gandalf est capable de télépathie, Saruman, qui est un sorcier supérieur, devrait pouvoir. Enfin, en l'occurrence, je crois que c'est plutôt Galadriel qui a ce super pouvoir d'elfe, selon Jackson, qui peut communiquer avec Gandalf, mais c'est pas si elle décide, c'est pas dans le contraire. Mais en tout cas, ça témoigne de cette difficulté de Jackson à trouver une vraie cohérence à l'ensemble. On navigue en permanence entre l'épique, entre la volonté en tout cas d'épique, et le léger, le conte pour enfants, le burlesque parfois. Et il y a une petite fracture qui fait parfois sortir du film, alors que dans Le Seigneur des Anneaux, par exemple, on était sur un même souffle épique tout du long. Complètement. Là, on est dans un film qui veut reproduire donc le coup d'éclat du Seigneur des Anneaux, mais avec un matériau de base qui n'est pas aussi flamboyant. Je crois d'ailleurs que c'est pour ça qu'il s'accroche autant justement à la volonté de vouloir recréer justement les traits qui ont fait le succès du Seigneur des Anneaux, notamment sur Gandalf, qui est le personnage principal qui fait le lien justement entre les 2 œuvres. Et le nombre de fois où il fait des trucs justement issus, mais plan pour plan, du Seigneur des Anneaux. Quand, par exemple, chez Bilbo, il s'énerve, et t'as une espèce de distorsion de l'espace, la lumière qui se tamise, c'est quand il fait « je ne suis pas un magicien de pacotille dans la communauté ». Ou encore quand il appelle les aigles, il les appelle vraiment dans Bilbo, mais la manière dont c'est tourné, c'est vraiment, j'ai eu l'impression d'être dans un jeu vidéo et de faire un combo avec Gandalf, justement quand il chuchote à l'oreille. Exact. Et par rapport à Gandalf, il me semble qu'il y a même de l'autocitation et de l'auto-parodie, puisque donc il y a cette scène, parce qu'ici il faut rappeler qu'après donc la sortie de la trilogie du Seigneur des Anneaux, il y a beaucoup de passages de la trilogie qui ont été transformés en mème internet, donc notamment le You Shall Not Pass et le Fuyez pauvre fou. Voilà, et donc cette scène a été reprise dans le film, et c'est tellement ridicule que je ne peux pas croire que c'est pas volontaire. Donc on va faire Fuyez pauvre fou. Alors parce qu'il dit pas fou, il dit venez vous cacher pauvre fou. Il est dans un trou, il pose le pauvre fou. Pauvre fou. Un petit peu gratuit, et on se dit que c'était forcément une espèce d'autocitation comique. C'est pour ça que j'étais particulièrement dégoûté de le voir en version française, parce que la voix de Ian McKellen qui joue, je suis sûr qu'en anglais ça passe 10 fois mieux, parce que McKellen a cette espèce de panache justement dans sa diction, sa manière de faire qui font passer n'importe quoi. Je veux dire, il joue dans le Da Vinci Code et il en sort sans dommage pour lui, quoi. C'est quand même un mec qui est super bon, quoi. Et par rapport à ce que tu disais sur les aigles notamment, sur cette capacité de Gandalf à invoquer des Deus Ex Machina quand il faut, comme à la fin du Seigneur des Anneaux, moi là ce qui m'a gêné un petit peu, mais tu m'as expliqué par la suite que c'était ce que voulait faire Tolkien, c'est que ces aigles semblent faire office de joker narratif quand il n'y a plus d'issue, quoi. Complètement. Donc c'était le but. C'est un joker, mais il en avait conscience en fait, c'était vraiment un pur ressort narratif pour Tolkien, les aigles. Donc à ce niveau-là, bon, Peter Jackson ne peut pas faire grand-chose de plus que se calquer là-dessus. Et effectivement, à la fin, ils arrivent. Ce qui donne lieu aussi à une autre scène involontairement comique où les aigles, après avoir sauvé la compagnie, les larguent sur un col super haut, une espèce de petite corniche qui est vraiment à pic au-dessus de 500 mètres de vide. Tout va bien et tout ça, mais
qu'est-ce qu'ils font après les nains? Ils font ah merde, mais on est super haut, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on peut descendre? C'est clair. J'imaginais aussi les aigles qui n'ont pas été briefés par Gandalf. Gandalf n'a fait que les appeler au secours. Donc les aigles, dans le feu de l'action, ils se disent bon, c'est qui les méchants, c'est qui les gentils? Et dans le doute, on va juste larguer les nains aussi dans le vide. Exact. Et donc non, les aigles ne se trompent pas. Et dans ce film-là, comme dans la trilogie du Seigneur des Anneaux, on est obligé de se dire que les deux films auraient pu être beaucoup plus courts si Gandalf avait décidé d'avoir recours aux aigles dès le début. Et c'est d'ailleurs un des arguments des détracteurs de la saga, puisque, en fait, si, dès le début du Seigneur des Anneaux, Frodon grimpait sur le dos d'un elfe, il pourrait aller jeter directement l'anneau dans la montagne. Après, c'est défendable. Il y a l'œil de Sauron qui veille, tout est super sécurisé, il y a les Nazgûl qui patrouillent autour de Mordor, donc on peut imaginer que les aigles... En fait, les aigles passent en Mordor à la fin, mais c'est une fois que l'œil s'est écroulé et qu'il n'y a plus personne qui garde, c'est la débandade. Donc oui, et dans le cas du Hobbit, puisque donc il s'agit vraiment d'un trajet jusqu'à l'ancien royaume des nains, là pour le coup c'est indéfendable. Les aigles. Donc les aigles sont occupés. Voilà, je dis que peut-être quelque part dans toute l'œuvre de Tolkien, il y a un passage qui explique peut-être davantage pourquoi les aigles ne sont pas disponibles tout le temps. Non, c'est vraiment un joker jusqu'au bout, c'est l'arbitraire de l'aigle. D'accord. D'ailleurs, avant qu'ils arrivent, il y a cette, j'y pense aussi, parce que c'est une des scènes que j'ai bien aimée, quand au milieu des flammes, tout semble perdu, Azog a gagné, ils sont sur une branche sur un arbre au-dessus du vide, et il y a cette scène, on dirait du John Woo, où Thorin se lève, il voit Azog de loin, il se lève au milieu des flammes, et cette espèce de contre-plongée qui est juste épique as fuck, et il se jette sur Azog pour se prendre une branlée derrière. Mais sur le plan épique, je trouvais que ça fonctionnait. C'est assez cliché, c'est assez attendu comme plan, mais ça fonctionne. Il y a un petit souffle qui se goupille à ce moment-là. Moi, l'effet que ça m'a fait, et donc ça me l'a fait à plusieurs reprises dans le film, c'est que parfois, on a le sentiment que le traitement est trop épique justement pour ce qu'il est en train de montrer, quoi. Voilà, le sentiment que c'est beaucoup de bruit pour rien. Parce que c'est vrai que à aucun moment, moi, j'ai vraiment eu le sentiment qu'on avait là un enjeu narratif vraiment puissant avec donc ce chef des orques, des gobelins, des gobelins, pardon. Oui, faut pas se tromper par rapport à tout ça. Donc ce chef des gobelins qui me donnait plus l'impression d'être un petit méchant de seconde zone plutôt qu'un vrai boss. Et donc oui, on a cette scène là tout à coup qui se veut vraiment épique, alors que j'ai pas le sentiment que les deux personnages ont eu comment dirais-je, un background narratif assez fort pour vraiment nous donner l'impression qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un dénouement, comme je sais pas, à la fin d'un Il était une fois dans l'Ouest par exemple, qui est pour moi la référence totale du dénouement épique du bagage des deux personnages donc, qui finissent par s'affronter. Là c'est vrai que on se dit bon d'accord, ils se battent, mais finalement c'est pas si important que ça, et pourtant on a ce traitement ultra épique de l'image. Tu sens qu'ils essaient de créer de l'enjeu à partir justement des ajouts et du personnage du nécromancien dont je tairai l'identité. Et donc voilà, après, mais comme c'est un enjeu, j'ai l'impression que c'est des greffes, mais elles ne fonctionnent pas exactement. Et ça donne lieu justement à cette espèce de confrontation finale qui, sur un plan, fonctionne, mais qui, quand il repense, est vide un petit peu de sens, quoi. Et d'ailleurs, par rapport à cette scène du nécromancien, donc moi, n'ayant pas lu le livre, je ne savais pas qu'il y avait ce personnage-là dans l'histoire. La scène donc, où on voit le magicien dont le nom m'échappe... Radagast. Donc il se rend dans cette forteresse en ruine et donc il voit ce personnage du nécromancien qui est particulièrement effrayant. Là, j'ai eu le sentiment qu'il se passait quelque chose, et c'est vrai qu'on regrette que ce soit pas davantage creusé, mais ça le sera beaucoup plus dans l'épisode à suivre. J'espère qu'ils vont pas l'inclure de manière physique, de manière musclore arrive, notamment à la bataille des 5 armées. Je suis très curieux de savoir ce qu'ils vont faire de la bataille des 5 armées, s'ils vont pas faire une espèce de all-star où ils vont jeter tous les personnages dedans depuis le début, même les personnages qui n'ont rien à y faire. Donc le nécromancien est dans Bilbo, mais il est juste mentionné en fait. C'est au début, quand Gandalf dit à Thorin qu'il a trouvé la clé et la carte, qu'il les a trouvées grâce au père de Thorin, qu'il a trouvé dans une geôle. Et c'est une geôle du nécromancien, c'est là qu'il mentionne le nécromancien. D'accord. Et il en parle, je crois, un tout petit peu quand il revient vers la fin du récit, parce qu'il disparaît pendant une partie du récit, comme dans le Seigneur des Anneaux. Mais ouais.
Parmi les choses que j'ai aimé aussi, il y a ce plan à la fin. Justement, j'ai pas du tout aimé le tout dernier plan, mais le moment qui y mène était assez joli. Je trouvais que c'était vraiment ces moments un petit peu surprenants que dont Peter Jackson est capable, vraiment sur des grosses machines, où cet oiseau qui arrive justement, qui a une espèce un gland ou une noisette, je sais pas, il la tape contre un mur à Erebor. T'as cette espèce d'écho complet qui est assez joli avec un Travelling qui descend sur le dragon. Et là, à partir du moment où ça descend sur le Tador, tu te dis, bon, le dragon va ouvrir son œil. Il va ouvrir son œil. Il va ouvrir son œil. Le dernier plan est tellement prévisible. Il est super prévisible. Depuis Godzilla, on a tellement refait ce plan-là. Et puis en plus de ça, l'œil lui-même, la texture de l'œil était tellement prévisible. Cette texture reptilienne à souhait. Et oui. Mais tout le monde attend sur le dragon en plus, parce que Guillermo del Toro avait fait tout un flanc justement quand il travaillait sur le projet. Et apparemment, Tolkien l'a redesigné derrière. Il en a fait quelque chose d'un peu plus classique. Ça, on peut dire Peter Jackson, je veux dire. J'ai dit qui ? Tolkien. Ah. car il est décédé. Peter Jackson, oui. On sent qu'ils préparent leur effet avec ce dragon, parce que donc on ne le voit quasiment pas du tout, alors très rapidement, une silhouette tracée à travers le ciel, et je pense qu'ils vont vraiment mettre le paquet. Je pense qu'il pourra s'agir du dragon le plus impressionnant de l'histoire du cinéma, parce que je pense qu'ils vont tout mettre dedans. Ouais, et j'espère pour eux. Oui, parce que comme ils annoncent le truc. En matière de dragon, il y a d'illustres prédécesseurs dans l'histoire du cinéma. Donc là, j'ai pas spécialement de titres qui me viennent, mais dans beaucoup de films d'heroic fantasy. Merlin dans le Disney. Mais dans les dessins animés, oui, il y a des dragons mythiques. Dans La Belle au bois dormant, il y a un dragon noir superbe, et dans beaucoup d'autres films et dessins animés. Et donc là, je pense que Peter Jackson va vraiment vouloir poser une pierre dans l'histoire du dragon cinématographique. Et en tout cas, voilà, ils préparent vraiment leur effet, c'est clair. J'ai trouvé ça très bien fait d'ailleurs au début dans le prologue du film, la manière dont le dragon, on a l'impression de le voir mais on le voit pas. Il y a un travail sur les textures où justement il détruit les décors et il est enveloppé d'une espèce de halo de poudre ou de poussière, de débris, de gravats, et tu vois sa forme mais tu la vois pas. Ils ont vraiment bien négocié ça, je trouve. Non, c'est bien foutu. Parce que ce film a aussi des qualités. Mais carrément parce qu'il faut quand même préciser que c'est pas un mauvais film, loin de là. C'est simplement qu'il y a une telle attente dessus, et notamment de la part des fans hardcore dont tu es, que forcément il y a des petites réserves à émettre, mais dans l'ensemble, en tout cas, ça reste des films les plus beaux, les plus impressionnants qu'on ait pu voir cette année. C'est le truc en fait, si ça n'avait pas été un film de Peter Jackson et si ça n'avait pas été Le Hobbit, ça aurait été un très bon film d'aventure, vraiment impressionnant. Mais je me considère pas comme un fan hardcore, mais j'aime bien quand il y a une continuité, quand même un respect, et une logique dans les choses. Donc les quelques problèmes que j'ai avec ce film relèvent de ça. Mais qu'est-ce qu'on pourrait dire pour conclure là-dessus ? Ce qu'on pourrait dire, c'est que ça prépare bien, je pense en tout cas, la suite. C'est un bon film d'exposition, et là ils sont attendus au tournant pour les 2 prochains épisodes, puisque si dès le départ, dès le premier film, on a le sentiment que le matériau narratif de base est étiré, j'espère que ça va pas s'essouffler sur 2 autres films de 3 heures chacun. Donc voilà, j'espère vraiment qu'ils vont être à la hauteur et qu'ils vont savoir exploiter les éléments les plus prometteurs, en l'occurrence donc ce nécromancien et cette fameuse bataille donc des 5 armées qui serait l'équivalent dans le troisième film, ça. Dans le dernier film. En gros, voilà, c'est la grosse bataille de fin. Autour du roi. T'as l'armée des gobelins, les wargs, enfin les loups, je sais plus comment ils les appellent, elfes, nains et hommes qui se mettent tous sur la gueule. Donc Est-ce qu'on connaît la date de sortie du second opus ou pas ? Le second opus, c'est je crois en décembre prochain, et le troisième, ça sera l'année d'après, mais l'été. D'accord. Donc il y aura juste un battement de 6 mois entre les deux. Ok. Si tout se passe bien apparemment, si ça n'a pas changé depuis. Très bien. Mais voilà, sur ce qu'on peut dire sur ce film pour le moment. J'espère que ça aura donné envie à ceux qui nous regardent d'aller le voir, malgré les spoils. Et ceux qui l'ont déjà vu auront peut-être envie d'y retourner. En tout cas, voilà. Ouais, bon. À une prochaine.